Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc Tarabella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé PS et on va évidemment parler du Brexit. Mais tout d'abord, je voudrais parler d'un autre euro, l'euro de football. Je voudrais un peu savoir pour vous, quel est le mot d'exception que vous pouvez trouver aujourd'hui pour ce joueur d'exception qu'est Eden Hazard qui nous a tant fait rêver dimanche soir. Flamboyant. J'ai acheté le journal ce matin, même l'équipe, pour voir s'il avait une cote de 9 ou voilà, parce qu'il le mérite vraiment. Hier, toute l'équipe le mérite. C'est une équipe, il faut le dire. Mais alors lui, hier, il était transcendant. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, au-delà de son but, de ses gestes, de sa construction de jeu, c'est qu'il retourne en défense, qu'il dribble en défense pour relancer. C'est vraiment formidable. Donc heureux. Ouais, très heureux. Et finalement, la Belgique a sorti un pays de l'euro. Il a sorti la Hongrie. Il n'a pas sorti le Royaume-Uni, mais il a sorti la Hongrie. Vous êtes très critique sur la Hongrie dans l'Union européenne. Très clair. Moi, je dis que la Hongrie, aujourd'hui, avec son gouvernement actuel, n'a plus sa place dans l'Union européenne. Elle transgresse les valeurs européennes. Et on vote des lois sous M. Orban, on vote des lois qui sont contraires à l'éthique européenne, des lois financières, des lois fiscales, à l'encontre de groupes européens qui ont investi dans le pays. Et la Commission reste amorphe. Là-dessus, la commissaire compétente pour le marché intérieur reste amorphe. Et donc, il y a une enquête en cours, c'est vrai. Mais je ne vois pas de signal clair dans la famille politique du ministre Orban, c'est-à-dire le Parti populaire européen, la plus grande famille politique européenne. Je ne vois pas de signal pour le sanctionner, pour le mettre au pas. Et quelque part, quand le projet européen se dilite, c'est aussi parce que certains joue avec les valeurs. On a aussi dans la famille social-démocrate le Slovaque Fico, Robert Fico, qui n'est pas mieux. Et on hésite. Il y a une frilosité à l'égard de ceux qui ne respectent clairement pas les valeurs européennes. Et ça me désole beaucoup. On devrait les sortir des groupes parlementaires. Le problème, pas uniquement, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut activer l'article 7 du traité qui permet de mettre sous examen un pays. Le problème, c'est que c'est l'unanimité des autres pays qui doivent le décider. Vous comprenez bien que quand un pays dénote, il y a toujours un pays complice qui ne veut pas cette procédure. Donc il y a un blocage. Donc les institutions ne fonctionnent plus parce que dans la décision à 28 ou bientôt à 27, eh bien, il y a toujours cette règle de l'unanimité pour certaines mesures fondamentales qui est de mise et ça rime avec blocage, malheureusement. Alors, ça manque d'un signal clair, vous disiez pour la Hongrie. Par contre, pour le Royaume-Uni, là, ça ne manque pas d'un signal clair. Donc 4 jours après le Brexit, c'est encore un peu la gueule de bois. C'est comme si on n'y croyait toujours pas vraiment, alors que c'est fait. La Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Europe. Comment ça va se passer ? D'abord, moi, j'ai jamais eu la gueule de bois. Je le dis franchement et clairement. Je ne réussis pas à être triste depuis jeudi. Pourtant, je fais des efforts. Mais clairement, aujourd'hui, le peuple britannique s'est prononcé. On peut regretter le vote. Moi, je regrette que Joe Cox soit mort pour rien. Au moins, sa famille aurait eu cette satisfaction. Je regrette aussi cette dualité de la société britannique. Les jeunes qui sont pour rester, les anciens, plus conservateurs, qui veulent quitter l'Union européenne. L'Écosse et l'Irlande du Nord qui votent clairement pour rester dans l'Union européenne. Donc, ce sera plus un problème pour le Royaume-Uni que pour l'Europe, soyons clairs. Le Royaume-Uni va devenir un royaume désunis. Et bientôt, l'Union Jack ne sera peut-être plus une réalité, un drapeau qui fera partie de l'histoire. Pour l'Europe, ça pose aussi des problèmes, clairement, parce qu'il va falloir le régler, ce problème. Mais il faut respecter la voix du peuple britannique. Il y a eu 2 mois de campagne, ils se sont prononcés, c'est 52-48. Il faut respecter l'avis des électeurs, l'avis des gens qui sont allés voter. Ils sont allés voter en masse, 72% de la population. Ils ont émis un choix, certes, clair. Ils veulent quitter, malgré cette campagne. La responsabilité en incombe à David Cameron, qui a joué avec le feu et qui se brûle, et qui met le feu à son royaume, entendons-nous. Et puis, le comportement irresponsable de Johnson, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui veut être le calife à la place du calife, au sein du parti des Tories, le parti conservateur. Et clairement, il a pris cette position de contre-pied par rapport au Premier ministre. Mais ça, c'est leur problème. Mais je crois que les gens, la leçon qu'il faut retirer, les gens se sont prononcés, il faut respecter leur choix. Et le plus vite possible. Alors justement, à propos de vitesse, Boris Johnson dit qu'il ne faut pas être pressé. Cela ne doit pas se faire dans la précipitation. Le ministre des Finances, qui était pourtant pro-Union européenne, dit il faut choisir le moment opportun. Non, le moment, c'est maintenant. Ça a été décidé. Je pense que M. Cameron manque de courage. Il a démissionné, il a bien fait. Il est perdant, il démissionne, ça le grandit. En octobre, hein.
Pas tout de il suite. démissionne en octobre, donc il est toujours en fonction. C'est lui qui doit activer la procédure de l'article 50 et venir dire aux autres qui veulent sortir et respecter la parole de son peuple, la voix de son peuple. Il ne le fait pas. Donc moi, j'ai très peur que les Britanniques, qui ont quand même toujours été un pied dedans, un pied dehors depuis leur adhésion il y a 43 ans à l'Union européenne, continuent ce petit jeu à nous ennuyer, à ne pas avancer dans une voie plus fédérale, parce qu'aujourd'hui l'Europe est en panne, les citoyens doutent, parce qu'évidemment, nous manquons de projets, nous manquons de souffle. On prend des mesures qui ne conviennent pas. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue un territoire de compétition. Où on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, pour rester encore sur la Grande-Bretagne, ce qu'elle doit faire. Il y a un sommet européen demain et après-demain. Est-ce que là, à ce moment-là, vous trouvez que David Cameron doit dire « j'active l'article 50 et on sort » D'abord, il y a un sommet qui se passe sans lui, puisque les 27 autres États doivent peut-être affiner une position et faire un tour de table pour savoir comment se comportent les uns et les autres. Mais lui ne peut pas attendre octobre. Ou alors on organise tout de suite des élections en Grande-Bretagne, il y a un nouveau gouvernement qui sort avec un point à l'ordre du jour, le point le plus urgent, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, effectivement. Non, et je crains que si ça traîne, c'est très mauvais. C'est juste bon pour les extrémistes et les populistes. Pourquoi ? Parce que le signal a été donné, on ne revient pas dessus. La pétition de 3 millions de signatures, je veux bien, mais il y a 17 millions de Britanniques qui sont allés voter pour sortir de l'Union européenne. Mais vous craignez une contagion au sein de l'Europe ? Vous craignez qu'en Belgique, certains disent que c'est le cas, finalement... La contagion vient des populistes et des extrémistes qui veulent jouer là-dessus pour, évidemment, agiter les peurs, parce que les gens ne répondent pas à la question qui est posée et ne mesurent pas toutes les conséquences, notamment lors du référendum britannique. Mais aujourd'hui, la meilleure réponse qu'on doit faire, c'est une poignée de dirigeants européens, parce que tous, on n'y arrivera pas. À 27, on ne décide plus rien de correct. Une poignée de dirigeants qui ont clairement envie de changer de paradigme et de retrouver une Europe proche des gens, qui répondent aux besoins des citoyens, qui répondent aux attentes par rapport aux défis climatiques, etc., avec des investissements qui redonnent espoir aux jeunes, notamment via du travail, qui permettent aux autorités publiques d'investir dans des travaux utiles pour les populations. Et aujourd'hui, on a une économie qui est à l'arrêt, on peut le dire, en tout cas au niveau du taux de croissance, et on ne fait aucun effort au niveau européen pour justement renouer avec cette croissance. Et donc clairement, il y a une attente des citoyens, il faut pouvoir y répondre tout de suite. Et moi je l'attends d'une poignée de dirigeants éclairés, sans doute que M. Juncker, président de la Commission, aura un rôle à jouer, M. Tusk au niveau du Conseil, Martin Schulz au niveau du Parlement. Surtout que les chefs de gouvernement soient derrière cette Europe sans les Britanniques. Parce qu'une Europe sans les Britanniques, on peut dire pour certains, c'est l'occasion de faire une Europe sociale, pour d'autres c'est de faire une Europe avec plus d'Europe. Un peu comme dit souvent Guy Verhofstadt, une vraie Europe fédérale, mais il n'y a pas de majorité pour ça. Non, mais alors peut-être faut-il faire le constat qu'il faut sauver l'Europe parce que l'Europe a apporté la paix, la stabilité, la prospérité, aujourd'hui plus. Donc il faut réinventer un projet européen qui fasse rêver. Et pour ça, il faut peut-être un noyau de pays, c'est peut-être la zone euro. Hein. Je ne parle pas des pays fondateurs, je ne veux pas être si réducteur. Mais peut-être va-t-il falloir refonder l'Union européenne avec un ensemble restreint de pays, même de manière transitoire, établir un projet auquel ceux qui ne veulent pas adhérer au départ pourront y adhérer ou pas à l'avenir. Mais je souhaite une Europe où on est dedans, où on est dehors. Pas un pied dedans, un pied dehors. L'Europe à la carte, c'est la fin de l'Europe. D'accord, mais il faut être sûr de savoir ce qu'on fait au sein de cette Europe. Absolument. Est-ce que vous êtes sûr que la chancelière allemande et le ministre et le président français ont la même idée d'une même Europe ? Mais il faut un compromis, et j'espère que François Hollande sera assez fort que pour imposer certaines vues de nécessité de relance, de lutte contre l'austérité, de relance par les travaux intelligents, de consacrer plus d'efforts à la recherche-développement. En Europe, ça fait des années qu'on dit qu'on ne consacre pas les 3% du PIB nécessaires pour la recherche et le développement, pour une nouvelle économie, pour l'économie circulaire, pour les défis qui sont là, la transition énergétique. Donc il y a des demandes, il y a des possibilités de relance, et on ne les exploite pas. Ben, sans doute faut-il un grand compromis, mais là, il faut effectivement un contrepoids à Mme Merkel, et j'espère que François Hollande va enfin l'incarner, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de sa mandature. Alors, quelles sont les conséquences pour les Belges, et notamment pour les Bruxellois ? Est-ce que ces conséquences sont favorables ? On dit, tiens, ça vaut la peine d'aller faire du shopping en Angleterre, ça coûtera moins cher, parce que la livre a perdu 9% par rapport à l'euro. Est-ce que des entreprises anglaises vont venir s'installer à Bruxelles ? Est-ce qu'il va y avoir des jobs parce que les parlementaires anglais vont partir ? Comment vous voyez les choses ? Moi, autant je pense qu'il faut surtout pas avoir l'esprit de revanche à l'égard des Britanniques. Ils ont décidé, souverainement, ce sont nos voisins, ça restera nos voisins et amis.
Mais s'ils sont hors de l'Union européenne, il est clair qu'ils doivent avoir le même statut qu'en étant dedans. Donc il va y certainement avoir une altération de certaines relations. Sans doute il y a des droits de douane qui vont revenir, parce qu'on ne peut pas avoir le même avantage en étant dehors qu'en étant dedans. Sinon c'est donner le signal aux autres qui peuvent sortir, ne plus payer leurs contributions et puis avoir les mêmes avantages. Mais on a quand même intérêt Par contre, on a intérêt à rester... les garder comme partenaires économiques. Absolument, évidemment. Et j'espère que ça affectera le moins possible l'économie et les échanges. Et clairement, Bruxelles restera toujours la place forte au niveau européen, où il y a une présence et de fonctionnaires, mais aussi de gens qui tournent autour des institutions européennes. Il est clair que le Royaume-Uni, même en dehors de l'Union européenne, aura toujours des intérêts à être représenté à Bruxelles, parce que tout dépend le statut qu'ils opteront. Mais si c'est un statut à la norvégienne, par exemple, où la Norvège n'est pas dans l'Union, mais a une contribution, parce qu'elle l'implémente, elle est obligée de respecter toutes les décisions qu'on prend en termes de marché intérieur. Donc ça ne bouleversera pas fondamentalement les choses. On a l'impression, quand on lit normalement, notamment ce que dit Boris Johnson, c'est ce qu'ils n'aiment pas, les Anglais pro-Brexit, c'est la législation européenne. Donc ce qu'ils ont envie, c'est surtout de ne pas suivre. Oui, le problème, moi, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour la société britannique, dans le sens où elle est très duale. Ou vous êtes riche, vous avez tous les pouvoirs, ou vous êtes pauvre ou de la classe moyenne et vos enfants ne savent pas aller dans des bonnes écoles. C'est très dual. Je n'aime pas cette société. Une société qui est très peu solidaire. Et d'ailleurs, le Brexit n'est pas dû aux migrants, comme le font croire certains aujourd'hui. C'est aussi dû au laissé-pour-compte de la société britannique. Aux gens qui, de la classe pauvre, qui ne se sentent pas aidés par l'Union européenne. Parce que finalement, c'est finalement la City, ceux qui ont voulu l'intérêt de rester dans l'Union européenne, c'est la City. Mais la City, je m'excuse, mais la spéculation, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie situation des gens, de tous les gens, et qu'on laisse le moins de personnes, et si possible personne, sur le bord du chemin. Ce n'est pas le cas de la société britannique. C'est quand même eux qui ont inventé l'emploi à temps zéro. C'est-à-dire que vous êtes de garde, vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas payé. Ça, c'est les Britanniques qui ont inventé ça. Et donc, c'est scandaleux. Et donc, quand on voulait limiter le temps de travail à 48 heures par semaine, eux disaient opt-out, non, on ne veut pas. Nous, c'est 65 heures. Et donc, ils ont obtenu... les avancées sociales, je pense qu'il y aura plus moyen d'en faire sans eux. Et par exemple, le traité transatlantique dont on parle beaucoup, c'est aussi des grands supporters de ce traité transatlantique. Vous êtes plutôt contre. Oui. Ce sera peut-être une occasion aussi de revoir cela ? Probablement une opportunité d'avoir moins de défenseurs du traité transatlantique à l'intérieur du Parlement européen, qui est quand même l'institution qui donnera son dernier mot, qui donnera le vote final après les négociations. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les Britanniques, il y a aussi des eurosceptiques. Il ne faut pas non plus ne se focaliser... Le Brexit est là, évidemment, mais se focaliser que sur les Britanniques. Il y a aussi d'autres pays qui n'épousent pas les valeurs européennes. Je parlais de la Hongrie tout à l'heure, et donc là... J'aimerais bien qu'on se recentre, que les dirigeants auront la clairvoyance de se recentrer sur un projet et aussi des valeurs auxquelles il convient d'adhérer, et ceux qui n'y adhèrent pas, être évidemment moins tolérants à leur égard. Et le gouvernement belge, le gouvernement Michel, est-ce qu'il est suffisamment européen à votre goût ? Le fait de dire on doit faire un conclave avec certains pays, comme a dit Charles Michel, c'est la bonne solution ? Je crois qu'il faut repartir avec un ensemble de pays et se demander qui veut partager un nouveau projet européen. Oui, mais est-ce que la Belgique peut être le moteur de cela ? La Belgique a souvent été un moteur, parce que c'est un petit pays dont on ne se méfie pas, qui est au centre des institutions européennes, qui a souvent eu d'ailleurs des négociateurs habiles dans l'histoire des institutions européennes. Et donc, moi, j'en ai un peu marre du couple franco-allemand. Je suis content que M. Renzi est associé aujourd'hui à Berlin à une réunion... Le Premier ministre italien. Mais ça ne suffit pas. Je pense il y a aussi les Espagnols, il y a aussi donc les Méditerranéens, il y a aussi les Nordiques. L'euroscepticisme monte aussi aux Pays-Bas. Donc il ne faut pas oublier les pays qui ont, non seulement qui ont participé à la constitution, les 6 pays de départ, mais aussi d'autres qui ont envie de partager le projet. Je crois qu'il faut les concerter tous. Et à un moment donné, il faudra peut-être... se concentrer sur ceux qui ont envie d'aller plus loin. Sinon, l'Europe menace de clairement disparaître. Est-ce que vous comprenez ce personnage étonnant qui est Boris Johnson, qui a vécu assez longtemps à Bruxelles, il a étudié à Bruxelles, il était journaliste à Bruxelles, il a dit beaucoup de mal et beaucoup de fausses informations sur l'Europe dans les journaux anglais. Et donc aujourd'hui, il se retrouve... pratiquement à la tête du futur gouvernement britannique. Oui, tant pis pour les Britanniques. J'espère qu'ils auront des élections et qu'il sera balayé, parce que Boris Johnson a clairement pris cette position en opposition à David Cameron pour prendre sa place. D'abord au sein de l'establishment du parti conservateur, et puis de là, espérer être Premier ministre. Bon, quelqu'un qui met son destin personnel par rapport au destin de son pays dans la balance, c'est pas quelqu'un que j'apprécie en politique.
L'intérêt général, pour moi, doit toujours primer l'intérêt individuel. Mais son passage par la capitale, par Bruxelles, finalement, l'a pas aidé à aimer davantage l'Europe. Non, mais malheureusement, ce n'est pas propre à lui. Je crois qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'Europe parce que c'est un ensemble de règles. Mais ils préfèrent pas de règles. Mais pas de règles, c'est la loi de la jungle. C'est la règle du plus fort qui s'impose toujours à celle des plus faibles. Donc l'Europe a aussi des règles et qui, grâce à ces règles, ont permis d'améliorer l'environnement, par exemple, a beaucoup progressé. Le respect de l'environnement, grâce aux règles européennes et bien d'autres domaines. Donc il y a besoin de règles. Peut-être en a-t-on fait trop, c'est vrai. Adaptons. Adaptons, bien sûr, mais il est nécessaire de légiférer parce que l'Europe, elle a 28 réalités, bientôt 27, de pays différents. Et ce qu'il faut, c'est une uniformisation, je ne l'ai pas dit, mais important, fiscale, pour avoir une uniformisation sociale et essayer de tirer les pays où il n'y a pas de protection sociale vers le haut. Merci Marc Tarabella, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.